présent à cette table ronde en hommage à Heyerdahl. Donc Heyerdahl, Yal pour les intimes, Marc Soulier pour l'état civil, s'est d'abord fait connaître comme figure de proue de la science-fiction française des années 90, avec Roland C. Wagner, un autre grand disparu, mais aussi Pierre Bordage et Serge Lehmann. Récompensé par de nombreux prix littéraires, il a fait preuve d'une formidable créativité, d'abord sur un créneau qui n'appartenait qu'à lui, le space opéra ou planet opéra politique. Il n'a pas son pareil pour transformer les rouages des systèmes politiques en objets de science-fiction à part entière et pour faire de planètes entières des personnages. Son style, très fluide, s'appuie en particulier sur une grande maîtrise des dialogues. Ces personnages ne se contentent pas de vivre, ils s'expriment et défendent leur point de vue avec une vigueur très caractéristique de leur auteur. Loin d'être de froids romans à thèse, ces récits associent l'aventure la plus pure avec un cadre et des justifications idéologiques qui sonnent toujours très justes. Il rivalise alors avec les plus grands écrivains du genre. Les noms de Frank Herbert, de John Varley et de Ian Banks viennent à l'esprit. Quelques titres, et nous en parlerons d'autres, et d'autres circulent sur le diaporama qui tourne derrière nous. La Bohème est livrée, Le Chant du Drill, Chronique d'un rêve enclavé, sans oublier Étoile mourante, roman écrit à quatre mains avec Jean-Claude Dugnac, dont j'avais eu le plaisir de présenter ici même la réédition il y a 2 ans. Heyerdahl s'est investi peu à peu dans la veine du polar en parallèle de son imaginaire de science-fiction, en particulier dans le cycle de Sibyone. Et il a réussi un thriller très remarqué en 2004, Transparence, dont Claude Eken va nous lire un bref extrait tout de suite après. Transparence qui a été suivi en 2010 de Résurgence, puis de Rainbow Warriors et de Bastards. Il travaillait un nouveau roman de science-fiction, Quack, qui doit sortir ultérieurement aux éditions Diable Vauvert, et Édition Diable Vauvert, qui, outre les différentes rééditions de ses œuvres intégrales, qui sont en cours et déjà bien d'entreprise, viennent de publier une intégrale des nouvelles d'Heyerdahl. Nous aurons l'occasion d'en parler ensuite. Et donc c'est à l'écrivain que cette table ronde va rendre hommage, mais aussi, puisque, comme vous le savez, ou comme vous le verrez lorsque je présenterai nos participants, c'est aussi à l'homme et à l'ami très cher que nous rendrons hommage. Et premier hommage, forcément, nous allons tâcher de faire un peu entendre la voix de l'écrivain par l'intermédiaire de Claude Eken, un lecteur dont il appréciait particulièrement les talents. 31 octobre 1997. Une foule en mouvement entretient d'étranges rapports avec la mécanique des fluides. Du moins, quand on la considère comme la résultante de propriétés homogènes. Densité, vitesse, vecteur, mixion. Tant qu'on la regarde de haut en plissant un peu les yeux pour en rendre les détails flous, elle tient tout entière dans une batterie de modèles mathématiques. C'est un petit peu plus compliqué quand on est dedans, parce que chaque entité est une semence potentielle de chaos. Un type s'arrête brutalement en se frappant le front, un autre perd le fil de sa trajectoire en portant son mobile à l'oreille, quelqu'un s'écroule, frappé par une crise cardiaque ou l'indiscipline d'un lacet. Une nana bifurque à angle droit vers une boutique. Une autre, elle, une amie perdue de vue depuis 10 minutes ou 10 ans. Une poignée de flux perdent de leur rigueur. Comme l'homme est un animal plus ou moins intelligent, chacun corrige sa course en conséquence. Et surtout en tenant compte des opportunités qu'offre la rupture d'écoulement. Changer de trottoir, rajuster son pantalon, faire une halte au kiosque à journaux, se glisser dans un flot plus prometteur, slalomer entre deux hésitants, buter contre une personne beaucoup plus attrayante qu'un lampadaire. Les graines de chaos germent. L'effet papillon est en branle. 2 passages de piétons en aval, Harry rencontre Sally. 23 ans plus tard, leur fils aîné donne la victoire aux Lakers en marquant un panier à 3 points dans la dernière seconde de la finale de la NBA. La face du monde n'en est pas changée. Une chance, car ce n'est pas toujours le cas. Les nageurs de foule se contrefichent de la mécanique des fluides
du chaos et de l'effet papillon. Il est même peu probable que plus d'un seul d'entre eux, une seule, ait conscience de pratiquer une discipline s'apparentant de façon très métaphorique à la natation. Ils profitent des courants, ils jouent avec les ondes, ils utilisent les sillages, ils surfent sur les vagues, ils s'immergent, ils cherchent le meilleur profil de pénétration, mais ils ne savent pas qu'ils exploitent les principes de l'agoradynamique. Au mieux, ils appellent ça l'instinct. Au pire, l'habitude. Dans tous les cas, ils progressent au sein d'un fluide qu'ils perturbent le moins possible, ne serait-ce que pour limiter les forces de friction. C'est d'ailleurs à ce talent que se mesurent les qualités d'un nageur de foule, quand il est impossible de remarquer son passage, ni d'en détecter ensuite la moindre trace. Merci Hector Guettel. Donc la première page de transparence. Bien, donc je vais présenter maintenant brièvement les intervenants dont les relations avec YAL sont connues. Norman Spinrad, ami de YAL depuis longtemps, est un écrivain de science-fiction américain dont les œuvres ont fait scandale. Scandale. Je pense évidemment Jack Barron et l'éternité, au rêve de fer. Et il y a certainement, et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter, de nombreuses affinités entre l'esprit de la science-fiction que peut défendre Norman et celui que défendait et animait Heyerdahl. Sarah Dock, qui a été la compagne d'Heyerdahl, la femme de YAL et l'épouse de Marc Soulier, est traductrice et écrivain elle-même, puisqu'elle vient de publier son premier livre, Technophéries, édition des boutons électriques. Et c'est elle qui a accompagné, nous aurons l'occasion, je pense, de l'entendre, la carrière et l'inspiration d'Heyerdahl. Autre partenaire essentiel, l'éditrice Marion Mazurek, donc directrice Au Diable Vauvert, qui a accompagné là une grande partie de l'œuvre aussi de YAL, et notamment tout un travail de relecture et de réédition de ses œuvres, et évidemment la production de certaines de ses œuvres les plus marquantes de ces dernières années. Pierre Bordage, président du Festival des Utopiales et grand écrivain bien connu de nous, a aussi eu l'occasion de fréquenter YAL depuis ses débuts, et il me semble qu'il y a eu dès le départ dans la carrière de Pierre, mais il nous le redira je pense, un lien important qui s'est créé avec l'élan que pouvait représenter et qui a longtemps représenté effectivement Heyerdahl. Gilles Francescano, illustrateur dont les illustrations ont servi ont servi pour de nombreuses œuvres d'Heyerdahl à donner un visage à ces personnages et à refléter une partie de l'imaginaire d'Heyerdahl, donc ami de longue date et effectivement l'un des interprètes de l'œuvre d'Heyerdahl à travers ses dessins. Bien, je vais maintenant vous demander, en commençant par Sarah, vous posez à tous la question: que représente Heyerdahl, YAL, pour vous et selon vous? Beaucoup de choses. Il représente un engagement profond, il représente une voix, une série d'écrits qui sont extrêmement importants pour la science-fiction française depuis les années 90, et tant de choses encore. Peut-être le moment de lire le passage ou après. Tout à fait. C'est le prologue des Chroniques d'un rêve enclavé. Donc, Chroniques d'un rêve enclavé, qui est aussi connu sous le nom de Parleur, et c'est le personnage de Parleur qui apparaît à cette première page. Il est arrivé un matin, au petit matin, le 5e jour de la fermentation.
quand le miel prend sa première amertume. C'était l'année des feux de pierre. Les vignes appelaient de l'eau de tous leurs raisins. L'été n'en finissait pas de rogner l'automne. C'était l'année où le prince adouba son aîné. L'année où il lui confiait la ville pendant qu'il guerroyait pour son roi sur d'autres rivages. Jamais les mères n'avaient pleuré autant d'enfants. Jamais les épouses n'avaient perdu autant de maris. Jamais n'avaient-elles autant été souillées. Sale année. Il est arrivé avec le vent de mer, un havre-sac au bout du bras droit, le chat sur l'épaule gauche. Le museau niché dans son cou, le chat dormait. C'était une femelle de moins de 5 livres, d'un noir passé de gris, d'un gris taché de feu. C'était 100 jours après la mort de Carrel, l'assassinat de Carrel. 100 jours, le temps qu'une nouvelle se faufile depuis la capitale, et le temps la capitale du Sud jusqu'à la capitale du Nord, et qu'un bon marcheur en revienne. Il est arrivé par le Causse, sur le chemin qu'empruntait Carrel pour aller perdre son regard dans les gorges. Ses choses franchissaient une demi-toise à chaque pas. Pourtant, ses jambes se mouvaient lentement. Il avançait sans effort, ses yeux d'eau claire braqués vers un horizon que lui seul pouvait voir. Ses cheveux de cendre le fuyant sous le souffle de la brise. Ses sourcils, ses cils aussi, étaient de ce blond tirant sur le blanc. Il avait le visage cuivré de soleil, presque tanné, les pommettes hautes et saillantes, le nez et les lèvres rosées de brûlure. Sa tunique et son saroual d'un beige décati étaient trop amples pour qu'on puisse juger de sa maigreur, mais la sécheresse de ses traits et de son cou ne laissait aucun doute. Il avait consumé la graisse de tout son corps depuis longtemps. Il faut savoir que combien de fois a-t-il réécrit le prologue? 72 fois. 72 fois réécrire un chapitre pour qu'il soit le plus parfait possible. Merci. Marion, donc, que représente Yal pour vous et selon vous? Et on va avoir la lecture du dernier texte pour aujourd'hui. Il y a deux choses. Qu'est-ce qu'il représente pour moi? C'est quelque chose d'intime. Parce que, en fait, on s'est connus avant 30 ans tous les deux, et il était un écrivain qui venait juste de décider d'être écrivain, en fait, puisque c'était la fin des années... la fin des années 87, on s'est connus en 90, il a commencé à publier en 87, au Fleuve Noir, et moi j'étais jeune éditrice, on avait 2 ans d'écart, on était issus des classes moyennes tous les deux, à peu près dans les mêmes habitus socio-culturels, et en tout cas dans le même sociotype, et donc avec les mêmes référents également politiques, même si il était beaucoup plus rebelle et surtout déjà cette liberté incroyable d'aller d'une chose à l'autre, de toujours interroger, de vouloir tout savoir, d'être curieux de tout. Donc ça a été une rencontre sur le plan personnel. Je ne serais pas la personne que je suis si je ne l'avais pas rencontré. C'est d'ailleurs pas le seul qui a, à cet âge-là, qui a changé ma vie, parce que Pierre en fait partie, et puis je dirais tous ceux qui ont tourné autour de Yal, qui était un grand rassembleur d'êtres, ont eu cette chance du mouvement perpétuel qui créait en emportant plein de gens. Donc au plan personnel, je peux dire qu'il a changé ma vie. Au plan professionnel, je ne serais pas du tout l'éditrice que je serais sans ses livres et sans lui, et sans ses interrogations constantes. Et alors après, ce qu'il représente, quand quelqu'un disparaît, j'en ai fait déjà quelques fois l'expérience, quelqu'un de très central, vous savez, le genre de gens avec qui vous voulez vieillir, enfin les amis, et ils sont rares, et en fait on se rend compte que la disparition vous les rend presque plus quotidiens, donc on a des dialogues qui sont plutôt perpétuels, donc cette part-là, elle disparaît pas, mais elle devient très personnelle, donc c'est pas la plus facile à évoquer. Et puis, sinon avec les copains et en buvant des coups si possible. et alors l'autre, qu'est-ce qu'il représente? Écoutez, sur le plan de la littérature et du livre et de nous-mêmes, et je dirais du monde, plus on va le lire, plus on va se rendre compte de ce qu'il représente, en fait. Et là, en éditant
Donc vous la trouverez à la librairie ce soir, son anthologie de nouvelles qui s'appelle Scintillement et qui scintille de tous ces textes, de tous ces mots. On mesure, puisqu'il y a une vie d'écriture, donc voilà, ça fait une vie, c'est pas si long, en fait c'est une vie brève, c'est un espèce de Rimbaud dans la SF, une comète en fait, c'est comme ça qu'il a été appelé, puis ça n'aura pas duré plus. Mais en tout cas, on va se nourrir longtemps à cette œuvre-là, et donc nous tous, quand je dis nous, je veux dire nous tous, parce que vous êtes nombreux, j'espère, à avoir la chance de ne pas avoir tout lu à Yardal, vous allez pouvoir le découvrir, il y a tous ceux qui vont pouvoir le relire, et lui-même a travaillé sur toutes ces rééditions, donc vous avez des textes, parce qu'il était au sommet de son art. Vous allez voir ce qu'on va prendre, ce que nos enfants prendront dans Yardal. Il suffit de regarder Demain une oasis, qui devient un classique, qu'on peut donner à tout enfant de 12 à 14 ans pour comprendre le monde et trouver une place d'humain qui ne soit pas celle du désespoir, mais celle de l'humanité. Donc ce qu'il représente, je pense qu'il représente ce qu'est maintenant un écrivain considérable pour le monde entier. On va en parler plus oui. dans la justement, c'est l'occasion de lire le dernier passage que vous lisez. En fait, j'avais envie de lire un petit texte, excusez-moi, un aphorisme bohème. Il a fait plein d'aphorismes bohèmes qui sont des appels à l'intelligence et à la rébellion. Celui-là, il est magnifique et il le résume bien. Voilà. La meilleure des stratégies est celle qui n'a pas d'objectif. Bougez vers la négantropie. Illimitez-vous. La meilleure des stratégies est l'individu. Choisissez ceux qui ne seront pas des pions, ceux qui ne seront que libre arbitre. Ne les dirigez pas, ne les organisez pas, ne gérez pas. L'individu est le chaos. Préparez-vous à vous synchroniser sur lui. Permettez-lui de bouger avec ou sans vous. Ne laissez personne attendre quoi que ce soit de vous. N'attendez rien de personne. Le chaos n'est pas une stratégie. Ne confondez pas le chaos avec le désordre. Le désordre est une expression de l'entropie. L'entropie est finie. Défiez l'univers, merde. Petit appel. Ce texte se trouve au dos du faire-part qui a été fait pour ses funérailles. Il y en a un petit tas ici. Et donc, à la fin du débat, si vous le souhaitez, vous pourrez en prendre un exemplaire. Merci. So, Norman, que représente Heyerdahl pour vous? C'est pas pour moi de lui en texte Heyerdahl en mauvais français, mais je dis deux choses. Quand j'arrive en France, beaucoup d'années passées, la science-fiction française, c'est en littérature de l'égard. Pour la plupart, tous les écrivains avaient une autre possibilité sauf Fleuve Noir. Et à mon avis, Heyerdahl est en figure transmutative qui a fait en lutte, en changement, en transformation en littérature de gare dans une vraie littérature littéraire française. C'est difficile de moi de faire beaucoup de choses comme ça parce que j'ai écrit en critique de Bataille, Asimov aux États-Unis, qui maintenant existe en anglais, et après ça, l'éditeur m'a dit pas trop de français sans anglais encore. Mais d'une certaine manière, Heyerdahl était un fils et un frère à la même temps. J'ai une connexion de cœur et de conscience avec la lutte de moi. On est plus ancienne, un mouvement qui fait avec Heyerdahl. Et je dis aussi, c'est une chose étrange peut-être, mais j'ai un ami qui est un astrologue
astronome, et pour un arrangement, maintenant, c'est un astéroïde Iredale qui sera dans l'univers avec son nom d'astéroïde per l'éternité. Oui, donc un astéroïde nommé Heyerdahl. Bien, merci Norman. Pierre, quelques mots. Alors moi j'ai des souvenirs très précis d'Heyerdahl, enfin du début de ma relation avec Heyerdahl, parce que c'est le premier à m'avoir invité. Moi j'arrivais de nulle part, je ne connaissais pas du tout personne du milieu de la science-fiction. Et donc c'est lui le premier qui m'a invité chez lui, à Écully, pour un festival, une sorte de festival qui se tenait au 4e étage d'un parking, qui était un peu un désastre. Ce qui nous a permis, il y avait réuni plusieurs auteurs français, ce qui nous a permis de nous rencontrer entre auteurs français, donc il a servi de point d'ancrage à cette rencontre avec tous les auteurs et finalement de me présenter dans le milieu de la science-fiction. Bon, à ce titre-là, je le considère comme mon grand frère. Si c'est un fils pour Norman, c'est un grand frère pour moi, bien qu'il soit plus petit que moi et plus jeune que moi. Et ensuite, il m'a fait une deuxième faveur, c'est de m'inviter dans le premier recueil qu'il a fait de nouvelles, qui s'appelle Genèse. Je n'avais jamais écrit de nouvelles, c'était ma première nouvelle, donc c'était totalement raté, une sorte de roman étriqué, rabougri. Et lui, il m'a fait à peu près 60 observations sur la nouvelle, numérotées les unes, donc avec une patience et un éclairage qui m'a été beaucoup utile pour le travail des nouvelles ensuite. Et donc je lui dois ça. Alors Yal pour moi c'est une bombe toujours prête à exploser. Et je le regardais avec beaucoup d'admiration parce que moi je suis incapable de faire ce qu'il faisait quoi. Je suis incapable d'exploser comme il le faisait, je suis incapable de m'indigner comme il le faisait. Et donc j'ai pris quelques leçons d'indignation avec lui. Il me regardait je pense avec une sorte d'indulgence infinie. Et on avait un projet de faire un livre ensemble qu'on n'a jamais pu mener à bout. Je sais pas. Et il avait énormément de tendresse pour oui, toi oui, j'ai ressenti sa tendresse, j'avais beaucoup de tendresse pour lui aussi. Même si parfois on ne s'est pas vu pendant un certain temps, la connexion était toujours établie. Donc voilà, j'ai eu énormément de choses en réalité. J'ai découvert un homme d'une générosité incroyable et d'une, à mon avis, sensibilité incroyable. Quand j'ai lu Parleur, qui pour moi était un véritable coup de cœur, enfin c'est vraiment le bouquin qui m'a transporté le plus d'Heyerdahl, je l'ai appelé, je dis Yann, j'ai lu Parleur et vraiment ça m'a fait pleurer. Il en avait les larmes aux yeux lui aussi, et c'est cette connexion-là que je garde de lui. Merci. Gilles, donc Yal pour vous. Alors bon, on va pas faire une heure là-dessus, je laisserai les lectures aux lecteurs. Mais pour contredire quand même Pierre, et parce qu'il faut quand même rétablir la vérité, Yal était quand même plus le petit frère râleur, casse-couille et emmerdant quand même que le grand frère. Il était plus souvent dans ce rôle-là quand même. Et c'était assez agréable, je dirais. Alors, moi je ne vais pas refaire l'historique, j'ai été entre guillemets du milieu de la SF un des premiers à le contacter parce que je passais à Lyon et je lui dis bonjour Marc Soulier, je suis Gilles Francescano, je ne sais pas si vous savez qui je suis, et puis lui en fait il passait son temps à regarder les couvertures de La Bohème est livrée, la première édition en 4 tomes, donc il avait quand même repéré mon nom. Et à partir de là, effectivement, ça a été la découverte déjà du Communard, donc vin rouge et framboise. Et puis ce que j'en garde, en fait, moi j'ai pas envie de parler des livres en fait aujourd'hui, je vous l'avoue. Les livres resteront, Marion fait bien son job et heureusement qu'elle le fait parce que Heyerdahl ne serait pas du tout là et on n'en parlerait pas si Marion n'était pas là. Et donc les livres resteront, donc je laisserai la lecture aux lecteurs et j'espère qu'ils le feront, mais il était bien meilleur pongiste au ping-pong qu'écrivain, donc c'est pour vous, tout ça pour vous dire quand même que les journées effectivement passées à tourner comme des dératés lorsqu'il inventait des tournantes au ping-pong, c'est plus ça le souvenir que j'en ai que les lectures, parce que moi le rapport que j'avais avec lui sur le livre, en fait, il s'arrêtait au moment de la publication en fait. On avait débattu sur le manuscrit, on avait pleuré ensemble sur le manuscrit, on avait pleuré ensemble sur les musiques à la con qu'il écrivait, sans reparler des chanteurs français qu'il adorait à l'époque et qu'il ne voudrait surtout pas qu'on mette en avant aujourd'hui.
mais voilà, le livre s'est arrêté au moment où il était publié, puisqu'on avait parlé de l'illustration, on avait échangé sur les croquis, il était toujours assez satisfait de ce que je faisais sur ces textes. Et après, voilà, moi sur le plan privé, il a changé ma vie forcément, parce qu'il m'a forcé à déménager, il m'a fait rencontrer ma femme, il a connu mes enfants, donc voilà, enfin bref, il y a des personnes dans la salle qui connaissent Yal bien mieux que moi et depuis bien plus longtemps et qui savent que, effectivement, comme disait Marion, Yal était un rassembleur, et c'était pas que dans sa vie professionnelle, c'était dans sa vie privée, et je crois que c'est de mon point de vue, moi, c'est ce qu'il en reste. Après, effectivement, l'émotion des livres reste toujours là. Après, c'est à nous de pouvoir les réouvrir aujourd'hui. Oui, donc l'énergie, l'émotion, la capacité à créer une empathie et à vivre cette empathie lui-même, c'est des choses qui ressortent là. Est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter à cela une dimension, la dimension de l'engagement? C'est-à-dire qu'on a entendu effectivement que c'est quelqu'un qui avait une force de personnalité qui s'imposait autour de lui, et en même temps avec un tempérament plutôt communard, anarchiste, et pourtant tout à fait capable d'organiser la défense des intérêts des autres auteurs. Je pense évidemment au droit du cerf. Mais je crois que une des phrases qui tourne est celle de Sartre. Donc la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent, était la phrase préférée d'Yal, et le résume très bien. Il considérait vraiment qu'une partie de son travail d'écrivain était l'engagement, était profondément politique. Et donc la création du droit du cerf en 2000 pour défendre les droits des auteurs, pour créer de nouveaux contrats, pour lutter contre le prêt payant en bibliothèque au départ, puis plus tard pour lutter contre Adopi, enfin pour lutter contre Relire et la loi sur la réédition, numérisation des livres indisponibles du XXe siècle, sont des choses qui étaient extrêmement importantes pour lui. Mais pas seulement. Pas seulement, il a écrit un nombre énorme de coups de gueule qu'il postait sur Internet ou ailleurs, sur tout un tas de sujets, dès qu'une décision politique, dès qu'un événement le touchait, le choquait, il écrivait dessus. C'était vraiment très important pour lui. Norman. En écrivant de fiction, et spécialement en écrivant de science-fiction, c'est une responsabilité, à mon avis. Je suis écrivain, je fais ça, mais aussi, un écrivain était un citoyen d'un pays, même plus important peut-être, un citoyen de le monde. Et l'idée d'un écrivain, c'est pas politique, pas de politique politicienne, mais politique culturelle. Vous avez, particulièrement comme de science-fiction, une responsabilité comme un citoyen, parce que les choses que vous écrivez avant un pouvoir, en affect, dans la conscience des lecteurs, et on changeait la conscience du lecteur, en affect de le monde, de le social, collectif, culturel. Et Ayadal était un écrivain qui comprend tout ça et il a accepté même cette responsabilité littéraire, mais aussi comme un mec, comme un citoyen de la France, de le monde, même en champion de les droits d'auteur littéraire comme ça. Et c'est pas une politique politicienne, mais c'est une politique culturelle et de la liberté des écrivains, et même comme un citoyen de la France, un citoyen de le monde.
Marion En fait, sur le Mazurek. plan politique, je pense que c'est la capacité d'indignation. Toujours les bougies, vous savez, les bougies à Yardal, Zébulon, les bougies toujours prêtes à démarrer. Ça veut dire que la politique, c'est permanent. Donc évidemment, le droit du cerf, c'est initial. Il a décidé de devenir écrivain avant même d'avoir publié quelque chose. Lors de son premier mariage, il a déclaré, après avoir écrit sa première nouvelle, ça son frère me l'a raconté, Bruno, il s'est déclaré écrivain, il n'avait rien publié. Donc à Yardal, c'était ça, une machine humaine en marche, et une volonté terrible, et une énergie incroyable. Et du jour où il a décidé d'être écrivain, il est devenu écrivain professionnel, il s'est occupé du statut des écrivains professionnels, et il a découvert que c'était pas possible de signer contrat qui vous engageait 70 ans après leur mort, que la mort, ça c'était les droits du cerf. Et de ce moment-là, et quand je dis, quand on a créé le Diable Vauvert, on a tout de suite appliqué les contrats à Yardal et les droits du cerf pour tout le monde. Donc il a réellement changé des choses, c'est qu'il y a un éditeur qui a commencé à le faire, et puis d'autres, etc. Et 20 ans après, voilà, vous connaissez, maintenant les contrats ont changé. Ça, c'est ce que c'était l'engagement politique permanent. Ça veut dire que tout à l'heure, à la table ronde sur les machines, il aurait été celui qui prend la parole et qui dit à tout le monde, comme l'un des intervenants l'a fait, mais j'oublie son nom, j'ai dû le noter. Attendez les gars, j'ai entendu personne ici interroger le fait qu'un jour on n'aurait plus de corne d'abondance et qu'on n'aurait pas forcément à vie des robots, la consommation, ce qu'on veut, ce qu'on rêve, changer le monde, etc. Je croyais qu'ici, aux Utopiales, on parlait de SF et que justement on allait peut-être interroger ça. Dès ses premiers romans, il pose la question de l'écologie, lisez Mittal, lisez Le Chant du Drille, et il a déjà 30 ans d'avance sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure, où une seule personne a dit à toute attablée, mais attendez, c'est quoi l'objectif de l'humanité? C'est de construire des machines et d'avoir des robots qui font encore plus de trucs, on est où là? Moi je sais pas, je suis arrivée, j'ai pu passer en attendant de... mais voilà, je me suis dit, ça c'est Ayardal. Vous voyez, et Ayardal, c'est celui qui, à table, quand tout le monde va bien, va mettre les pieds dans le plat sur une question aussi désagréable dans un milieu de famille que le racisme, le genre, le sexe, etc. Mais 20 ans avant tout le monde. Donc une curiosité insatiable et une façon de se sentir engagé. Ça veut dire, s'il rencontre un jeune écrivain, il va lui faire ses lettres à un jeune poète. Il va passer, mais Jeanne pourrait le raconter, et tout, bien des écrivains ici qui ont montré leur premier. Pierre vient de raconter. 60 notations, et avec une volonté de perfectionnisme incroyable, donc 72 versions du prologue de Parleur, parce qu'il n'était pas content de lui et qu'à mon avis il aurait pu en faire moins. Il y avait une hypersensibilité, hyper exigence, hyper finalement angoisse de servir à quelque chose dans ce monde, mais ça veut dire que cet engagement dans autrui et dans le monde, cette citation, on est tous responsables du monde, si, alors c'est peut-être à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui, par les politiques, par les trucs, etc., savoir quoi ce qu'on vote, parler d'argent. Yann, je ne sais pas si c'était un vrai anard, un vrai bolchevique, un vrai communiste, un vrai chrétien des origines, un vrai même parfois terroriste, parce qu'il aurait pu placer des bombes, et il nous a souvent d'ailleurs poussé dans nos retranchements là-dessus, sur la question du terrorisme, et je vais vous dire, on a vraiment besoin de lui, parce que le monde... a besoin d'Yal, c'est pour ça qu'on a que ces livres, mais il y a tout dans ces livres, alors lisons-les, quoi. Ça c'est le devoir qu'on a nous par rapport à quelqu'un comme ça, c'est de lire tous ces livres et de les donner à nos enfants, parce que sa façon de faire de la politique, finalement, c'était d'écrire des livres pour changer le monde. Et moi je vais vous dire un truc, je suis éditrice pour publier des livres pour changer le monde, voilà, grâce à Yal. Et, en somme, on pourrait dire que Yal était un histrion. Et alors un sexomorphe, je ne sais pas, peut-être, mais justement, Je ne dirai rien. Oui, voilà, nous garderons un secret, un voile pudique sur la question. Mais justement, une des choses qui frappe dans ce que vous avez pu dire pour l'instant déjà tous les trois, je ne sais pas si Pierre et Gilles veulent ajouter des choses sur cet aspect-là, mais c'est que c'est l'engagement de l'homme qui a été manifeste dans ses actions, notamment pour la défense du statut des écrivains. Cet engagement de l'homme, de toute façon, effectivement, il se lie parfaitement dans ses ouvrages, qui, pour autant, ne sont pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais des romans à thèse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de démontrer à proprement parler quelque chose, sinon que l'être humain garde toujours la possibilité d'exprimer sa conscience politique, quel que soit finalement le cadre écrasant qui peut lui être opposé. Et il y a cette manière chez Ayardal de présenter des entités, des systèmes absolument écrasants et
non pas forcément des grains de sable qui font dérailler la totalité du système, mais au contraire, des individus qui ont une conscience, et cette conscience s'impose même dans l'État, même à une échelle extrêmement individuelle. Et de ce point de vue-là, il me semble, sans qu'on puisse à proprement parler, même si on peut être tenté de chercher du YAL derrière ces personnages, ou telle clé qui permettrait d'interpréter tel ou tel personnage, il me semble que, malgré tout, on est tenté de lire dans les paroles de ces différents personnages des idées qui viennent de YAL. Et d'ailleurs, du coup, les citations que nous avons pu éventuellement fait dérouler ici donnent l'impression de l'entendre un petit peu. Il parlait à travers ses livres aussi. Et alors, je crois que une des choses aussi qu'on peut retenir de YAL, c'est justement la force de ses personnages. Et il a, me semble-t-il, de nombreux personnages emblématiques qui frappent l'imagination du lecteur. Chacun a un peu son préféré, mais il me semble que cette question des personnages et de la personnalité qu'il met en avant, c'est aussi une chose qu'on peut évoquer. Mais peut-être Pierre pouvez intervenir sur la question de ça prouve tout simplement que c'est un vrai romancier, c'est-à-dire que bien sûr il y a une volonté politique derrière ces livres, c'est ce que par exemple je suis tout à fait incapable de faire. Mais le romancier a ceci d'intéressant, c'est que ces personnages dépassent sa pensée politique. Ce sont aussi des gens qui sont des humains, donc ils ont une matière humaine qui transcende un peu l'idée politique, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force du roman, parce que sinon, si le roman devient un simple brûle politique, ce n'est plus un roman, c'est un manifeste. Et je pense que ça reste un romancier vraiment extraordinaire. Moi, je sais que Parleur, par exemple, je vais revenir sur Parleur, c'est YAL pour moi, et avec son chat sur l'épaule. Mais c'est un personnage, quoi. Et le personnage va bien au-delà de la démonstration du livre, qui est celle d'une sorte d'utopie, comme toute utopie qui finit pas très bien d'ailleurs. Et c'est à ça qu'on reconnaît les romanciers, je pense. C'est qu'à un moment, l'humain dépasse l'idée ou l'engagement. C'est ça qui m'a touché le plus chez lui. Ceci dit, je l'ai vu dans des conférences se lever, se dresser, lancer des imprécations contre les dieux et les hommes. Et ça, c'était très très spectaculaire. Et moi, j'étais dans mon coin un peu tétanisé parce que je me sentais bien incapable de faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai une sorte de mélange, il y a pour moi une sorte de mosaïque de personnalités complexes, parfois déchirantes, parfois offensives, parfois, un homme dans toute sa diversité avec toutes ses facettes. Moi, pour la petite anecdote des personnages de YAL, en fait, dans ses premiers romans, en fait, à chaque fois qu'il était en dédicace, par exemple sur La Bohème est livrée, à chaque fois il dédicaçait en signant de tous les prénoms du roman, en fait. Il était Mad, il était Sylvain, il était tous les autres. Et c'est vrai que, donc ces amis qui sont dans la salle, je pense, pourraient confirmer que quand on connaît le quotidien de YAL, je dirais, à la semaine près, on s'aperçoit effectivement que les romans sont un calque de ces personnages et de ces situations. Parleur, je sais qu'il a mis extrêmement de temps à le sortir, en fait. Je crois que c'était plus de 4 ans, en fait, pour pouvoir l'accoucher. Je sais à qui ça correspond exactement dans son entourage, et en fait, comme toujours, en fait, il met des énigmes, que ce soit dans le prénom inventé de ces personnages, et disons l'essentiel du personnage dont il va traiter dans le roman, en fait, souvent il le met dans la dédicace. Quand on lit les dédicaces de YAL sur ses livres, les dédicaces imprimées, je veux dire, il nous donne la clé en fait du personnage dont il va traiter dans le roman, en fait. Et Parleur, donc il est dédicacé à un ami à lui qui s'appelle Marco. Ceux qui l'ont connu dans la salle peuvent confirmer qu'effectivement, si Parleur était à Heyerdahl, toute la violence du roman est Marco. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il sublime son quotidien, et je pense que c'est ce qui lui a permis de vivre, en fait. Parce qu'il a été d'une telle empathie, d'une telle sensibilité, qu'il était à fleur de peau toute la journée, et sa violence, que certains ont connue, que Pierre décrit dans un petit peu de ses coups de gueule et autres, c'est une violence qui aurait été complètement, beaucoup plus rapidement autodestructive s'il n'avait pas pu l'exprimer dans les romans.
Et cette violence, elle était aussi due à sa protection, parce que trop de sensibilité, trop d'empathie, à un moment donné, on va plutôt filer des coups de pied plutôt que d'essayer d'embrasser les autres. Et c'est un petit peu la complexité de son personnage, de sa personne en fait, parce que c'était là pour le coup, c'était pas un personnage de fiction, c'était lui. Il était très complexe. Et on a tous des souvenirs où autant il pouvait venir vous embrasser dans la soirée que d'essayer de vous mettre un coup de poing dans la gueule. Donc à un moment donné, effectivement, on s'aperçoit que c'est ce trop-plein de sensibilité qui le poussait à ces retranchements. Et moi je pense que grâce à ces romans, il n'est pas, entre guillemets, malheureusement mort trop tôt, mais il a pu vivre au moins jusque-là, grâce à ces romans. Parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Et quand même sur les personnages, ce qui est vrai, je rebondis sur ce que dit Gilles, parce que tous ces romans sont nourris de l'amour qu'ils portent aux gens, en fait. Il est plein d'amour pour le genre humain. C'est-à-dire que Yal, je pense que c'est quelqu'un qui a une capacité d'aimer l'autre incroyable. D'abord, il a plein d'amis, et de les aimer comme on n'ose pas penser que l'amour est possible, c'est-à-dire en toute transparence, en toute réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a tous vu rire, sourire, pleurer, râler, crier, engueuler, embrasser, toucher. Donc il avait cette incroyable capacité à pouvoir donner sans masque la réalité de la relation, voilà, se lever, dire les choses directement. Donc c'est un magnifique empêcheur de mensonges, révélateur de personnalité, et du coup il crée des liens très profonds avec des gens qu'il rencontre dans des salons, qui passent tout d'un coup une soirée avec lui à boire, et le lendemain c'est une relation à vie, quoi. Ça énormément d'amitiés sont nées comme ça avec Yal. Tout de suite il franchit la frontière qui ne se franchit pas dans l'amitié, et il rentre, il devient quelqu'un qui est au cœur de votre intimité comme ça, et vous êtes personne. La minute d'avant, vous êtes un lecteur, vous êtes un jeune auteur, vous êtes un éditeur, et ces personnages, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il se nourrit des autres avec cette sensibilité-là, et il aime les autres, et tous ces personnages sont magnifiques de vérité humaine, de déséquilibre, enfin comme la vraie vérité, quoi. Et en particulier, pour moi, c'est le plus fort, mais c'est vrai qu'il y a eu une période bénie où on a vu arriver ensemble des écrivains, et je pense que chacun a été aussi le moteur de l'autre, donc parce que c'est vrai aussi chez Pierre, la part des personnages féminins dans une SF qui était à l'époque complètement masculine. Ouais, on n'allait pas ne pas en parler quand même. Les femmes sont au cœur de l'œuvre de Yal, sans doute au cœur de sa vie. D'ailleurs, il n'a aimé... Enfin, en fait, je ne connais pas bien ça. Je crois qu'il a aimé 2 femmes dans sa vie, j'en connais pas d'autres. Hein. Voilà, et c'est des femmes, vous connaissez Sarah, vous ne connaissez pas Flo, mais c'est des femmes formidables, fortes, intelligentes, très cultivées, éminemment dans la relation. Enfin, vous avez Sarah. Il disait d'ailleurs qu'il a épousé les 2 femmes qu'il écrivait. Voilà, et donc moi j'ai reconnu en particulier dans Balade choréale le personnage de Flo. Il est resté très longtemps avec elle, hein. C'est juste pour expliquer qu'il souffrait beaucoup, par exemple, d'être... mais il pensait beaucoup, ça, quand il était avec une femme. Il ne gagnait pas sa vie comme écrivain, je vous le dis, il s'est déclaré écrivain avant de gagner sa vie, avant même de publier. Et puis il ne gagnait pas sa vie, on faisait le maximum. Bon, moi je l'ai publié dans les années J'ai lu, puis après, finalement, on a créé Le Diable Vauvert pour publier des écrivains comme Ayerdal, qui étaient campoches et qui donc ne pouvaient pas gagner leur vie parce que en vendant 10% sur un prix de vente à 7 €, vous ne viviez pas. Donc il fallait créer une maison de grand format pour imposer dans le champ de la littérature les écrivains de l'imaginaire en particulier, mais pas que, les écrivains des pop culture, les écrivains méprisés, ceux qui émergeaient des classes moyennes, qui n'étaient pas dans l'esthétique dominante, quoi, enfin, ou la culture légitime selon si on a lu Bourdieu ou pas. Enfin bon, bref, donc on a créé Le Diable Vauvert. Yal, c'est lui qui a trouvé le logo, il était très impliqué, donc c'était son côté militant. Mais je reviens sur les femmes, ces personnages féminins, sa relation aux femmes, il aimait, enfin d'amitié aussi, des tas de femmes qui sont toutes incroyables, il y en a plein dans la salle. Et donc c'était pas un homme qui aimait les femmes potiches, quoi, pas du tout. Et si vous lisez ses livres, qui conduit ses livres, excusez-moi, mais c'est les femmes. Alors évidemment, je vous le dis, bon, moi j'étais jeune éditrice, la SF française elle était archi macho, elle était même assez sommaire, enfin je dis...
il y a une génération qui arrivait emportée par Yal, Wagner et le Fleuve Noir, en fait, et ils sont tous aujourd'hui au top et vous signez leurs livres. Mais voilà, on était jeunes à l'époque. Yal, c'est celui qui mettait les pendules à l'heure sur le plan de personnages féminins. Il n'y avait que des personnages féminins, ils étaient tous celui qui portait l'intrigue, jusqu'à Sexomorphose et à l'Histrion et Sexomorphose, qu'il a quand même imaginé et porté pendant, parce que qu'il a occupé pendant 10 ans finalement, entre la conception du premier et l'écriture du dernier, peut-être même 15. Donc c'était central dans son œuvre, cette place des femmes, et je pense que les femmes ont été un de ces puissants moteurs dans cette façon révolutionnaire d'interroger le mode et les modèles. Voilà, et donc c'est un féministe, voilà, c'est le premier écrivain féministe que j'ai rencontré, et juste après c'est lui qui m'a fait lire Bordage en me disant Marion, faut que tu lises ce mec, faut que tu lises toutes les semaines, mais faut que tu lises ce mec. Bon, il était publié ailleurs, puis il disait partout qu'il avait envoyé son manuscrit à tous les éditeurs de science-fiction qu'il avait refusé. Moi, je l'avais jamais reçu, c'était pas vrai. Donc, j'avais pas envie de le lire parce que j'étais très vexée. Et donc, bah oui, Pierre, je dis la vérité comme elle était. On était jeunes, on était un peu, on avait un peu d'orgueil, on était un peu arrogant, tu vois. Donc moi, il me dit, oui, lis-le. Et effectivement, quand j'ai à 100 pages, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ce type est un... Et voilà, et c'était le deuxième écrivain féministe, en fait, que je découvrais à cette époque. On était, je parle de la préhistoire, on était en 90, quoi. Voilà. Par rapport à l'écrivain féministe que je suis, je me fais quand même fait allumer sur le blog par des féministes. Comme quoi mes femmes étaient plutôt des saintes. Bon, je ne sais pas si c'est une définition du féminisme, mais... Ce qui est certain, c'est effectivement que Heyerdahl a développé des personnages féminins d'une force et d'une détermination qui lui a attiré de nombreux lecteurs et lectrices, justement, pour lesquels c'est toujours un souffle nouveau de lire ce genre de profil. Sarah a dû nous quitter, mais parce qu'elle prépare le prix Verlanger, la remise du prix Verlanger qui va avoir lieu tout de suite après. Donc voilà, elle vous prie de l'excuser pour ces dernières minutes. Je me demande si on peut peut-être demander à la salle d'intervenir pour le temps qui nous reste. Ce serait peut-être, sauf si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ouvre le questionnement. Est-ce que donc quelqu'un voudrait poser une question à nos participants? Juste ajouter un truc, c'est qu'à un moment, Yves Utopia, il vient dormir chez moi à Boussel, pas loin d'ici, à 35 km. Et il se fritait de 11h du soir jusqu'à 3h du matin avec ma femme qui s'appelait Mama, et qui avait un sale caractère aussi. Donc tous les deux, ça donnait des sortes d'étincelles dans lesquelles je recevais juste des éclats comme ça. Et ça, c'était très spectaculaire comme soirée. Oui, spectaculaire, c'est un terme qui effectivement marche bien pour Heyerdahl, aussi bien pour ses romans que pour sa personnalité. Du coup, il y a un avenir à Heyerdahl, c'est-à-dire que l'écrivain demeure, ses œuvres demeurent, et elles sont en voie de réédition. Donc, c'est un écrivain qu'il est facile de lire, il est accessible facilement en librairie, et ça, c'est une chance très importante pour lui, enfin pour son héritage. Et au-delà de ces rééditions dont le Diable Vauvert effectivement porte une responsabilité, pour lesquelles il porte une responsabilité intégrale, quel héritage, plus largement, quel héritage voyez-vous pour Heyerdahl? C'est-à-dire quelle empreinte sur la science-fiction pouvez-vous envisager pour lui, au-delà évidemment du fait qu'il faut qu'on continue à le lire et qu'il reste disponible? Quel prolongement pour la science-fiction politique d'Heyerdahl? Y a-t-il quelqu'un actuellement? C'est pas une science-fiction politique, moi je suis d'accord avec Pierre, c'est de la science-fiction tout simplement, sauf que justement comme c'est une littérature prospective et qu'elle est conduite quand même, je pense, par la lucidité et l'hypothèse, la prospective, et qu'elle interroge l'avenir, forcément elle interroge l'homme, et donc Yal, en fait, je pense qu'il est déjà très influent. Vous voyez que Sibyone, donc c'est un cycle de space opéra qui met en scène un robot, en fait, un robot intelligent, qui est Sibyone, c'est une créature cybernétique, et qui est envoyé sur les planètes. Donc ça a été créé il y a 25 ans, presque 30, le personnage. Et elle est envoyée sur les planètes par un assureur mondial qui garantit
qui assure les constitutions mondiales, qui assure les démocraties mondiales, et qui donc envoie la Sibione, qui est une super arme vivante, mais qui est en plus très rebelle, elle a le tempérament mondial, elle est anarcho-syndicaliste, on va dire, et donc elle est toujours d'accord avec les rebelles sur les planètes, mais en même temps c'est le meilleur instrument qu'on ait trouvé justement pour les annihiler, pour les dévier, pour les corrompre. Et en prenant pas que ça n'ait pas un coût humain trop cher, parce que comme Sibione est pleine d'empathie pour les gens qu'elle est chargée de régler, donc ça se fait plutôt bien. Et donc c'est celui qui l'a laissé inachevé, mais on en a la moitié, et l'idée c'est qu'il soit achevé sans doute par Saras. Voilà, et on voit de Sibione en Sibione, ça l'a prolongé sur 25-30 ans, enfin oui, c'est ça toute sa vie. L'évolution du personnage et comment elle se libère finalement de ses contraintes sont une belle métaphore des contraintes de nous-mêmes dans l'organisation humaine, quoi, des humains. Et par exemple, Lara Croft est arrivée bien après Sibione. Et il y a toute une esthétique alors évidemment dans le space opéra, mais une esthétique générale de la science-fiction prospective qu'elle nous amène dans des grands systèmes stellaires ou qu'elle interroge le contemporain, qui est déjà en travail dans les générations qui viennent. Et vous voyez, je publie Paolo Bacigalupi, c'est incroyable les connexions qu'il y a dans l'œuvre, par exemple, de Paolo avec celle d'Ayardal et celle de Pierre, par exemple. Et ils se sont pas lus, ça se transmet pas comme ça, je dis. Mais les idées circulent, les images circulent, des mots nous ont été donnés par les auteurs. Le mot agrafe, par exemple, on sait tous ce que c'est qu'un agrafe. C'est Ayardal qui nous l'a sans doute beaucoup inventé, qui nous l'a donné, ce mot-là, de même que Gibson nous a donné la vision de l'Internet. Et Ayardal lui-même, justement, réutilisait volontiers les mots de la science-fiction pour s'inscrire dans une continuité sensible, par exemple. Il ne les réutilisait pas. Ayardal était conscient, et d'ailleurs les écrivains sont conscients de leur moindre mot et de leur moindre virgule. Ils les choisissent. Ils décident, ce mot-là va être le mot de tous. C'est ce mot-là que je vais donner. Et c'est comme ça que les influences se font. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une des visions les plus pointues, les plus utiles, et surtout les plus nourrissantes pour l'avenir, dans la SF prospective et même dans le space opéra. Alors à quoi sert le space opéra? Il a beaucoup, mais ce sera un sujet de table ronde en soi-même. Ayardal, le space opéra, et qu'est-ce qu'il a changé dans le space opéra et pourquoi faire du space opéra? C'est dans les space opéra qu'il a posé les grandes questions de la société d'aujourd'hui, 20 ans dans tout le monde. Le genre, la sexomorphie, changer de sexe, tout ça. Quand je vous promets, quand j'ai publié l'Histrion, les critiques littéraires à Paris, ils donnaient les bouquins de SF en disant je ne lis pas ça, et que la littérature, elle sortait de la littérature de gare, et que personne, mais aujourd'hui on rigole, parce qu'aujourd'hui il y a la France entière a vécu pendant 3 ans au rythme de peut-on pas, qu'est-ce que c'est, et l'homophobie est devenue tout d'un coup quelque chose dont on a parlé, alors qu'avant elle existait. On n'en parlait pas. Et elle avait les commandes. Donc, si vous voulez, il a réellement changé les choses. Parce que vous ne croyez pas que tous ces lecteurs qu'il a eus pendant, ils ont grandi entre-temps. C'est comme ça que les choses avancent. Donc, la sexomorphie, le genre, les questions de cette liberté-là de penser, lui, il l'a déjà écrit, on le lit, nous, depuis 25 ans. Bon, puis il y a plein d'autres, on peut prendre tous ces bouquins, mais lisez Mittal, lisez Le Chant du Dri, et reparlons des machines et de l'écologie et de à quoi sert le monde. Vous savez, peut-être que c'est pas l'électricité, le fin du fin, hein. Peut-être qu'il faut repenser des choses comme dans Mittal. Et puis, il a beaucoup réfléchi sur la colonisation des animaux. Alors là aussi, je dis, mais il faut lire Le Chant du Dri. Mais qu'est-ce que sont les animaux? Qu'est-ce qu'est le vivant? Il a posé la question, et je sais que c'était un bon mangeur, parce qu'il connaissait tout, surtout en particulier tous les vins, et c'était le roi du pot-au-feu. Franchement, hein, et j'aime beaucoup le pot-au-feu. Donc vraiment, c'est le roi du pot-au-feu. Mais malgré ça, il interrogeait même les systèmes de consommation eux-mêmes, la place des animaux. Rien n'était simple. Donc ça veut dire que toutes ces questions-là, elles sont dans son œuvre. Et alors moi, je peux donner, même on peut parler chiffre de vente, mais c'est pas. Mais enfin voilà, on est qu'au début de l'œuvre d'Ayardal. Et je peux vous dire, il n'aurait pas dû mourir. On avait besoin de lui. En même temps, on a eu ces conversations la dernière année. Il a la camarde. Les écrivains sont plus forts que la mort, donc il est là tous les jours. D'ailleurs, et il continue donc d'être défendu. C'est maintenant qu'on va voir. C'est maintenant chacun de vous, en lisant ces livres, en lisant
va se dire mais ça c'était lui, mais alors ah oui, et on a de la matière pour penser longtemps. Il était en train de travailler sur une utopie positive. Avec Parleur, il était conscient d'avoir écrit une utopie qui ressemblait à la panne générale du monde, des idéologies sur la place de... D'ailleurs, Pierre, excuse-moi, mais tu lui as apporté énormément sur le plan politique et sur le plan spirituel, parce que tes livres sont pleins d'un vrai propos sur l'humain, le monde, la spiritualité, le sens de la vie. Et ça, il a fait ça aussi, ça a nourri son chemin. Et Yal, dans ces dernières années, il était quand même apaisé par rapport à plein de choses. Et il était sur cette idée d'écrire une utopie optimiste, c'est-à-dire un parleur qui finirait bien. Il était dedans, hein, il n'a rien. Le problème, c'est que les livres travaillaient dans sa tête sans qu'il ait de matière. Mais il en a parlé vraiment plusieurs fois la dernière année et demie. Et il se sentait investi de cette responsabilité citoyenne, c'est-à-dire que si l'humanité est en panne, ça me concerne aussi, donc moi aussi, donc il faut essayer d'eux. Et il sentait que tous ces livres donnaient finalement déjà des clés pour ne pas qu'être celui qui alerte sur l'état du monde, mais aller chercher aussi. C'était sans doute par des questionnements comme ceux qu'on a eus, et des questionnements plus spirituels assez nouveaux chez lui sur justement l'aveuglement qui nous dirige toujours vers la croissance, le bonheur, la consommation, enfin, c'était l'empêcheur de penser en rond. Et donc il va falloir qu'on fasse ce qu'il n'a pas fait. À ses lecteurs de continuer cette possibilité-là, et donc aux lecteurs de devenir des auteurs. Il y a un titre d'un ouvrage de lui qui est assez peu connu, qui s'appelle, pour moi, qui définit parfaitement Heyerdahl. C'est dans un quark noir. Son titre, c'est L'homme aux semelles de foudre. Et je trouve que ça lui va très bien parce qu'à chaque fois, on a l'impression que l'orage peut se déclencher. Merci. Donc, merci à nos participants, merci à vous. Et donc, bonne soirée, bonne suite de festival.